Donc en attendant que les images arrivent, je me suis donc lancé il y a 3 ans dans l'écriture d'une biographie du père Devaux. C'est la 5e biographie dans laquelle je me lance, c'est un genre dans lequel je me suis fait, finalement je ne sais pas pourquoi ni comment, enfin si je sais un peu, mais ce n'est pas le sujet du jour. Et nous avons la chance de bénéficier ici de très très belles archives qui ont été très bien classées par Elena Rigaud, qui était la conjointe d'Olivier du service culturel. Salut. Oui, c'est bon. Alors, tu peux continuer à parler encore quelques minutes. Voilà, et donc nous avons la chance d'avoir de très belles archives, et évidemment, je trouve que Vincent ne me démentira pas, lui qui fait des travaux d'histoire, qui fait des travaux sur Jérusalem. C'est toujours très intéressant de sortir du neuf, parce qu'on peut répéter des choses, faire des synthèses de ce qu'on a lu dans les livres, ça n'a pas d'intérêt d'archives directes. Voilà, c'est mieux. Allez, on y va. Donc, comment devient-on Roland Devaux? Je disais donc que je suis dans l'écriture d'une biographie qui est en très bonne voie, et mon idée ce soir, c'était un peu de commencer à déflorer un peu le contenu, et en particulier la période peut-être la moins connue du père Devaux, qui va de sa naissance en 1903 à 1945. Il arrive ici en 1933. Quand on pense à Devaux, évidemment, on pense tout de suite à Qumran. C'est ce qui a fait sa célébrité et aussi son malheur. Ça, ce sera une autre conférence. On pense à l'histoire ancienne d'Israël, qui est sa grandeur inachevée, un gros volume, 2 était prévu, il n'a pas pu poursuivre à cause de son décès prématuré. On pense bien sûr à la Bible de Jérusalem, dont il a été l'instigateur avec le père Chifflot des éditions du Cerf. On pense aux fouilles de Tel El Farah, un très très beau site près de Naplouse qu'il a fouillé. On pense, quand on est plusieurs au fait, déjà au Schweich Lectures à la British Academy, qui est une série de conférences qu'il a données en 1959, où il donne un peu ses premières conclusions sur Qumran, et bien sûr la reconnaissance internationale. Là, on va le voir recevoir un doctorat Maurice Posa aux États-Unis, il en a reçu plusieurs. Devaux était à la fois un grand spécialiste de l'histoire ancienne d'Israël, c'est d'abord un historien, c'est aussi un archéologue reconnu. Et j'ai cité Tel El Farah, j'ai cité Qumran, il y a aussi Tel Kessad, il y a d'autres sites, mais je dirais que ce sont ces 3 grands sites. Il a été directeur de la revue publique, directeur de l'école publique pendant 20 ans, de 1945 à 1965. En 1955, il est nommé consulteur de la commission biblique pontificale. En 1964, il est invité comme visiting professor à Harvard. Bref, c'est une vie remplie, une vie intense. Une des grandes figures de l'école publique, après le père Lagrange, c'est vraiment la figure qui domine la 2e génération, je dirais, un personnage hors du commun. Il en avait un peu conscience, parce qu'il disait, c'est Jean-Baptiste qui m'a rappelé ça, que quand je serai mort, disait-il, il faudra 3 personnes pour me remplacer. On y reviendra. D'où la question, comment devient-on Roland Devaux? C'est intéressant d'abord de revenir sur les origines d'un homme que je qualifierais de bien né. En français, cette formule veut dire, pour ceux qui ne sont pas francophones, né dans une bonne famille, né dans un contexte où on a reçu une belle éducation. Roland Devaux, né en effet à Paris, le 17 décembre 1903, il est donc l'aîné de 6 enfants, 3 garçons et 3 filles. Son père, Jacques Guérin-Devaux, était inspecteur des finances et administrateur de banque. Son grand-père avait été procureur de la République. Son père, dit-on, était un homme sévère, mais bon, toujours au travail, un homme de grande culture. C'est une famille qui habitait à Paris, boulevard Saint-Germain, donc dans les beaux quartiers, et qui se retrouvait l'été dans sa propriété de Châtel-Sansoire dans l'Yonne, petit château tout à fait délicieux. Et donc c'est une famille, une grande tradition familiale, ce qu'on appelle en France des grands commis de l'État. Vous avez là une photo d'une partie de la pierre tombale. Vous voyez donc Roland Guérin-Devaux, le grand-père, ancien magistrat, et en bas, Jacques Guérin-Devaux, officier de la Légion d'honneur, inspecteur des finances, etc. C'est une famille donc de commis de l'État. Et du côté de sa mère, la situation était un peu équivalente. Yvonne Brunet venait elle aussi d'une famille qu'on appelle de noblesse du roi, ou plutôt des magistrats.
Son grand-père Fernand était conseiller d'État. Il avait été directeur général des douanes au ministère des Finances. Et on a ici ce très beau portrait à gauche donc de l'ancêtre, hein, avec sa cravate de la Légion d'honneur, ses décorations, etc. Et à droite, nous avons cette très belle propriété de Soulangy, le château d'Ambione, où j'ai été reçu par la famille, où le père de Vaux allait passer ses vacances en été, racontant aux petits-neveux les histoires de la Terre Sainte et des romans policiers dont il était friand. C'est une très belle propriété dans le Cher. Donc des deux côtés, on a une aisance matérielle. Ce sont des familles où il y avait cuisinières, domestiques, parfois chauffeurs, mais aussi un grand sens de l'État, un sens du bien public et une exigence d'éducation. C'était à la fois des familles bien dotées, si j'ose dire, mais en même temps, ce n'étaient pas des nouveaux riches. Et on pouvait être assez sévère dans l'éducation dans ce genre de famille. Mais tout de même, voilà, on était assez gâtés par la vie. Roland passait de belles vacances dans cette propriété de Soulangy. On jouait au tennis avec les cousins, on faisait de la natation, on faisait du cheval. Et l'hiver, il y avait un petit étang qui avait été creusé et dans lequel le grand-père invitait les amis à faire des parties de patinage. Alors on envoyait un carton et on disait que le train s'arrête à la demande au bout de la propriété. Enfin, c'est une autre époque, voilà. Et le frère de Bertrand de Vaux, un jour, écrit à son frère de cette propriété de Soulangy, c'est une demeure faite pour la joie. Je trouve que c'est intéressant, ces origines d'une famille, voilà, enfance privilégiée donc, mais aussi exigeante, presque austère, je l'ai dit, avec donc ce sens aigu de l'État. Ce sont des familles où on est destiné à la magistrature, à l'armée, au grand corps de l'État, à l'inspection des finances, à la Cour des comptes. C'est ça l'idéal familial. Et en même temps, il y a aussi un catholicisme qui est très marqué, très marqué par une fibre sociale. C'est l'époque, vous savez, le début du siècle, c'est après Léon XIII, Rerum Novarum, cet esprit du catholicisme social qui s'est développé dans l'Église catholique après la Révolution industrielle. Et donc, Roland avait des exemples vivants sous les yeux. Par exemple, sa tante, Germaine, qui était la sœur de son père, qui avait été ambulancière durant la Première Guerre mondiale. Elle a d'ailleurs reçu la Croix de guerre pour ses faits patriotiques, et elle fut la fondatrice d'un centre social pour les enfants pauvres de la région de Belleville, dans la banlieue parisienne. Il y a d'ailleurs un petit livre qui lui est consacré, Mademoiselle de Vaux et le groupe des enfants de Belleville. Vous voyez, ça marque ses origines. Une de ses sœurs, à Roland, deviendra religieuse, auxiliatrice du purgatoire, elle aura le nom de Saint Savinien. Et Jacques de Vaux lui-même son père, se mettait au service de Monseigneur Feltin, futur archevêque de Paris, en étant administrateur des œuvres sociales du diocèse, en étant responsable des conférences Saint-Vincent-de-Paul. Bref, il y a toute une tradition familiale, à la fois ce sens de l'État et ce qu'on appelle le catholicisme social, avec donc des figures comme Frédéric Ozanam, qui a été une grande figure au XIXe siècle, qui a marqué l'Église catholique en France. Tout cela, si vous voulez, fait un milieu familial et éducatif de qualité. Et c'est ce qui me fait dire que Roland de Vaux avait de qui tenir. On ne vient pas de nulle part. C'est un homme, je n'ai malheureusement pas connu, j'ai connu le père Benoît, mais pas le père de Vaux, mais on me dit qu'il avait une stature, qu'il avait une aisance, qu'il était invité au consulat de France, voilà, il faisait bien son rôle. Et voilà, c'est un homme qui présentait très bien, il avait une autorité naturelle, pas attaché au bien matériel, une certaine simplicité de vie. Vous voyez, il y a là tout un ensemble qui, je crois, vient de la famille et qui est un mélange intéressant. Ensuite, il y a ces années de formation. Comment devient-on Roland de Vaux? Il y a la famille et puis il y a la formation. Il est bien né, bien sûr, mais il va aussi bénéficier d'une excellente formation, dont les grandes étapes sont le collège Stanislas à Paris, j'y reviendrai, la licence S-Lettres à la Sorbonne, le séminaire d'Issy les Moulineaux, les études dominicaines au Solchoir, et enfin la licence biblique à Rome. Je vais détailler tout ça un petit peu pour que tout le monde n'est pas familier de ces univers. Le collège Stanislas, d'abord, c'est un des grands collèges catholiques de Paris, qui se trouve boulevard tout près de la gare Montparnasse,
fondé en 1804 et qui était très réputé pour ses résultats aux examens. En gros, si on était élève à Stade, comme on disait, un peu comme Ginette, n'est-ce pas, pour les jésuites à Versailles, il faut vraiment se donner beaucoup de mal pour échouer. En principe, vous êtes bien préparé. Et donc, il va y faire toute sa scolarité. Il y entre en 6e et il finit en 1920 avec le baccalauréat. Ce qui est intéressant, c'est qu'il va déjà y trouver des jeunes qui vont être ses futurs condisciples dominicains. En particulier Thomas Chiflot, qui sera directeur des éditions du Cerf et qui est l'homme qui va avec lui faire l'Épître de Jérusalem. Le père Dominique Dubar, qui est un grand philosophe, que j'ai eu la chance d'avoir comme tuteur, c'est lui qui m'a fait connaître et rencontrer Emmanuel Lévinas, par exemple. Le père Vicaire, qui était un grand historien de l'ordre dominicain, professeur à Fribourg, le père Lalande, etc. Et avant eux d'autres, dont le père Festugière, très grand helléniste, professeur à l'école pratique et aux études. Bref, il y a un milieu, un stade, il y a un milieu. Alors, est-ce que ce sont ces fécondations-là de jeunes qui allaient devenir dominicains et qui l'ont conduit à l'ordre dominicain? On ne sait pas très bien. Devaux est quelqu'un qui ne se raconte pas. Et je sais des choses de sa jeunesse par le père Benoît, qui était avec lui aux études, j'y reviendrai, et qui raconte des choses. Mais Devaux ne se raconte pas. Mais voilà, il est dans un moule, et à Stade, en effet, on retrouve ce catholicisme social, puisque vous le savez peut-être, Stade avait été marqué par Lamennais, par Rosanna, dont j'ai parlé, par Lacordaire. Les premières grandes conférences de Lacordaire, en 1934, eurent lieu au collège Stanislas, et c'est en raison de leur succès qu'on lui demanda de les faire à Notre-Dame de Paris. Donc vous voyez, il y a là un milieu qui est intéressant. Il passe son baccalauréat en 1950, et vous avez là une photo, on ne le voit pas très bien, mais il est en haut de la photo, un peu sous l'escalier, là, un beau jeune homme avec sa cravate, c'est un bel homme, voilà. Il vient d'une belle famille, il est bien formé. Il va poursuivre par ses études à la Sorbonne, où il entre donc en 1921, il passe une licence ès lettres. Ensuite, en 1926, il fait son service militaire et il entre au séminaire d'Issy-les-Moulineaux, qui est un des grands séminaires réputés en France, séminaire qu'on appelle lié à l'école française de spiritualité, donc une certaine approche, mais c'est un séminaire qui a formé énormément de prêtres, d'évêques, de gens renommés. Le père Lagrange a été élève d'Issy-les-Moulineaux en 1878-79, Ernest Renan aussi d'ailleurs, et bien d'autres. Et il a le grand maître là aussi, il a par exemple l'abbé Petit-Mangin. Je fais partie de la génération qui a utilisé la grammaire latine de Petit-Mangin. Il a aussi Jean-Julien Weber, qui sera plus tard archevêque de Strasbourg, un homme très intéressé par le judaïsme. Bref, il a là aussi de grands maîtres. Il passe son baccalauréat en philosophie scolastique et en théologie à l'Institut catholique de Paris, et il est ordonné pour le diocèse de Paris par le cardinal Dubois en 1929. Donc voilà, on a un homme qui arrive à l'âge de la maturité avec une très belle formation classique, ce qu'on appelle les humanités, mais aussi une formation humaine, une formation spirituelle. Cela fera de lui, je crois, un homme complet, un homme équilibré. Septembre 29, il entre au noviciat dominicain d'Amiens. C'était le noviciat à l'époque de la province de France, et il entre dans un noviciat assez nombreux, une quinzaine de frères, dont François Louvel, qui sera ensuite un des frères marquants des éditions du Cerf. J'essaie de marquer les jalons de sa vie. Vous avez ici la photo du noviciat, vous voyez, il était beau comme tout. 15 novices avec un père maître assez sévère, mais qu'ils aimaient beaucoup. Roland Devaux, premier rang, beau jeune homme, ils avaient ce qu'on appelle la rasure, la tonsure de l'époque. Voilà. Et alors, je veux dire des choses sur ce noviciat, parce qu'on parlera ensuite de la question de l'Action française. Vous savez qu'évidemment, en France, à ce moment-là, la grande question, c'est l'Action française, qui a été condamnée par le pape Pie XI en 1926. Et donc, quelle était l'ambiance dans un noviciat dominicain? On a la chance, par François Louvel, dont j'ai aussi vu des archives, de pouvoir consulter un texte que je vous lis. Il est à l'écran. Dans mon noviciat, à ne pas partager ces idées-là, l'Action française, et à avoir les idées diamétralement opposées, nous n'étions que trois. Le père Devaux, le père Gourbillon et moi.
Nous étions les trois qui avions un poil de formation politique et qui étions, on ne peut pas dire contre les autres, mais qui ne pouvions pas parler. Le père maître, notre père maître, avait été d'Action française et il en restait. Et moi, je lui ai posé la question de ces nouvelles qui parlent pendant mon noviciat. Je suis allé le voir, je lui ai dit, mon père, je ne suis pas d'Action française, je n'en ai jamais été, et je n'en serai jamais, mais je constate qu'il y a tout un mouvement à nuances politiques dans le noviciat. Voulez-vous me dire, est-ce que je peux être dominicain en gardant mes positions républicaines? Le père maître, très embarrassé, m'a dit, non, il n'y a aucune obligation d'être royaliste, mais il faut bien voir qui est-ce qui protège l'Église. Mais mon père, est-ce que je peux rester? Il m'a dit oui, je suis resté. C'est très impressionnant parce que le père Deveau sera l'objet d'attaques très violentes après sa mort, autour des questions de Qumran. Et on dira qu'il était aussi antisémite et qu'il avait été l'Action française. Donc j'ai là un document assez irrécusable, je crois, pour commencer à instruire ce dossier. En disant sur la question vichiste et gaulliste, c'est moins clair. Il va au Solchoir. Alors, le Solchoir, à l'époque, était encore en Belgique. C'était donc un grand couvent d'études dominicains. Vous savez que, à la fin du XIXe siècle, et surtout les lois d'expulsion de 1905, les religieux de France étaient expulsés. Les jésuites étaient à Jersey, je crois, en partie. Le père Lagrange a fait ses études à Salamanque. Deveau, donc, était avec les frères français au Solchoir de Caen. Vous voyez là cette cohorte de 60, 70, 80 étudiants. C'est très impressionnant. Et il va se retrouver donc dans un milieu intellectuel très intéressant. En particulier, il va trouver au Solchoir de Caen, donc c'est un grand milieu de formation, il va trouver deux grands maîtres là encore. C'est un bouillon de culture intellectuelle, c'est un milieu très riche. Il y a en particulier, alors la bibliothèque, vous voyez, honneur aux bibliothèques, nous continuons à honorer cette tradition. Il y a Pierre Mandonnet, très grand historien dominicain, qui a complètement renouvelé l'approche de la théologie par l'histoire. Le père Marie-Dominique Chenu, que j'ai eu la chance de connaître, le père Spic, que certains d'entre vous ont connu, qui a été professeur à Fribourg, Henri-Dominique Gardeil, grand théologien, le père Sinave, bibliste. Bref, il y a toute une série de gens qui sont très remarquables et qui sont véritablement des maîtres, des gens qui leur apprennent beaucoup de choses, dans une ambiance qui était assez austère. Le père maître, il y a des lettres un peu terribles, où le provincial vient faire une visite canonique, et il dit quand même, je trouve que tous ces petits jeunes sont un peu palichons. Et le père maître dit, ah oui, mais il ne faut pas revenir sur les observances, sauf, dit-il, pour les tuberculeux et les anémiques. Courage. À l'époque, on mangeait pas beaucoup, c'était le grand jeûne, on se levait la nuit. Depuis la restauration de l'ordre, dans la peur d'air, il y avait un côté monachisant, et c'était le lever de nuit, donc c'était des jeunes garçons qui étaient mal nourris, qui se levaient à 3 ou 4 heures du matin, c'était extrêmement dur. Et donc là, il entre là-dedans, et voilà, il va véritablement grandir dans ce milieu. Mais c'est aussi un milieu, je l'ai dit, stimulant au plan intellectuel. C'est en France une période exceptionnelle pour le renouveau de la théologie. On peut dire en fait que ce qui a abouti à Vatican II s'est préparé dans ces années-là, longtemps avant la guerre et pendant la guerre. En 1907, les dominicains parisiens fondent la revue des sciences philosophiques et théologiques, qu'on appelle la RSPT. En 1922 est fondée la Société thomiste. On lance également une nouvelle édition de la Somme en petit volume, la fameuse Revue des Jeunes. C'était une façon d'avoir une somme théologique traduite à disposition de tous. Et il y a donc cette cohorte de grands professeurs, et véritablement un renouveau de la théologie va se faire par un retour aux sources, et non pas par la répétition perpétuelle des commentateurs, les Cachetans et autres. Et Congar était sévère sur ce qui avait précédé sa formation. Il disait c'est une théologie baroque. C'est une théologie qui n'est pas vivante, qui est... Voilà. Et donc Deveau va participer à ce mouvement intellectuel de retour aux sources et qui implique les universitaires comme Étienne Gilson, par exemple, grand universitaire de la Sorbonne, grand médiéviste, qui avait son rayon
roulant de serviette au séchoir, n'est-ce pas? Il venait manger régulièrement, et c'est par exemple lui qui est allé fonder, avec le père Chenu, l'Institut d'études médiévales de Toronto. C'est lui qui est allé aussi, en 29, qui est allé avec Chenu fonder un autre Institut d'études médiévales en 32. J'ai entendu Chenu raconter leur voyage. Ils étaient en bateau, ils avaient le mal de mer, ils étaient allongés sur le pont en train de vomir. Enfin, c'est une autre époque, voilà. Mais quelque chose est né, et donc Devaux grandit là-dedans, tant et si bien qu'on se demande est-ce qu'il va devenir médiéviste ou bibliste. Et avant de quitter le soir, il publie un article consistant, une cinquantaine de pages, dans la revue des sciences physiques, de philosophie et théologie, qui est intitulée La première entrée d'Averroès chez les Latins. Et il va même plus loin, puisqu'il propose aux éditions Vrins, très belle maison d'édition place de la Sorbonne, un ouvrage qui est publié en 1934, Notes et textes sur l'avicénisme latin aux confins du XIIe et du XIIIe siècle. Donc c'est véritablement quelqu'un qui a une formation très solide, et donc on ne sait pas vers où va-t-il être orienté. On a là donc son ouvrage sur l'avicénisme latin, on le voit jeune religieux là à gauche, et alors on ne sait pas très bien ce qui va se passer. Il est aussi intéressé par la Bible, bien sûr. D'ailleurs, il fait sa thèse de lectorat dans l'ordre dominicain, c'est l'équivalent d'un master aujourd'hui ou d'un DEA, s'il vous plaît. Il fait sa thèse de lectorat sur le reste d'Israël, et il a écrit au père Benoît en janvier 1933. Benoît est déjà arrivé ici. Tout s'est passé honorablement. Maintenant, pour me reposer, je reviens aux éléments fondamentaux. Je fais du grec, je lis Platon, je fais de l'hébreu, les psaumes avec les commentaires de Dume, je fais de l'allemand, je lis ou relis quelques ouvrages de méthode de Lagrange, Schmitt, Pinard de la Boulay. Je voudrais bien aussi me faire des idées claires, aussi claires que possible, sur l'objet formel et les méthodes de la théologie biblique. C'est elle qui doit faire le point entre l'exégèse et la théologie, et elle pourrait être le terrain de rencontre entre exégètes et théologiens. Voilà son état d'esprit en janvier 1933, mais on ne sait pas très bien vers où il va pencher. En fait, c'est pas lui qui décide, ce sont ses supérieurs, et heureusement, il y a le père Paul Sinard, bibliste, qui est un peu à la manœuvre, et qui va obtenir du régent, qui est donc le père Chenu, et du provincial, que Devaux soit envoyé à Jérusalem, mais il ne sait pas encore, et il écrit en avril au père Benoît, vous avez là son écriture, peut-être vous rejoindrai-je un jour, ce sera une bien grande joie, je vous assure, en attendant d'être fixé sur mon orientation définitive, sans faire de projet, ni me nourrir d'espoir, j'essaie de rester très pleinement à la disposition de Dieu. On a là un jeune homme bien formé, mais qui est ouvert à différentes choses qui pourraient lui arriver. Il continue à travailler, et d'ailleurs il publie déjà cette année-là un article dans la revue publique qui s'appelle « Quelques rapports entre Adonis et Osiris ». Vous voyez, il est à la fois médiéviste, il s'intéresse à l'orientalisme. Tout ça va rester un peu incertain, et finalement s'étend, où, quand, peu importe, il suffit de travailler humblement au jour le jour, tout en gardant un appétit bien aiguisé. C'est en 1933, c'est pas encore. Avoir une grande ambition humble, c'est une belle formule. Avoir une grande ambition humble, c'est la seule attitude possible lorsque vraiment on travaille pour Dieu. Je trouve que c'est une belle formule. Il va donc venir à l'école publique, c'est ma troisième partie. Il arrive à l'école publique en 1933. L'école a déjà 40 ans d'existence, 43 ans, puisqu'elle a été fondée en 1890. Elle a d'abord été école pratique d'études publiques, puis en 1920, elle est devenue école archéologie française. Nous avons célébré cet anniversaire l'année dernière ici, même dans cette salle, avec M. Zinc, secrétaire perpétuel de l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Et Lagrange a réussi, au cours de ses 43 ans, à bâtir, contre vents et marées, une très belle équipe. Je dis contre vents et marées parce qu'il a eu évidemment l'opposition d'une partie du monde catholique traditionnel, conservateur, opposé à la méthode historique, et il considère, lui, que la foi n'a rien à craindre de la raison, mais tout le monde ne partage pas cette idée-là. Et puis, il y a eu le séisme de la Première Guerre mondiale, tous les frères sont partis au front,
Ce couvent a été occupé par les Turcs, mis sous scellé, en fait, tout ça a été difficile. Mais il y a eu aussi des éléments favorables, puisque une première génération est arrivée avec Lagrange. Le premier à être arrivé, c'est Jossin, qui était ethnographe, et qui a été le premier étudiant et le premier professeur de l'école publique. Il y a eu aussi le père Vincent, grand archéologue, cité encore aujourd'hui, le père Abel, qui a fait des ouvrages d'histoire et de géographie de la Palestine, le père Savignac, épigraphiste, le père Dorme, assyriologue, etc. Et toute cette équipe a sillonné allègrement les pays de la Bible, comme on disait à l'époque, et elle a fait d'autant plus librement qu'il n'y avait pas de frontières. Jusqu'en 17, en tout cas. 18, c'était l'Empire ottoman, on allait, on venait, et même plus tard, notre dière communautaire dit le père Lagrange est parti en train au Caire pour se reposer, il arrivera ce soir. Rêvons un peu, n'est-ce pas? On allait dans la journée à Beyrouth ou à Damas avec une bonne voiture. Et donc, il sillonne, et la photothèque de l'école publique est la trace de cette belle épopée des premières années de gens qui étaient passionnés par ce pays, qui n'avaient peur de rien. Jossin Savignac part en Arabie du Nord avec des gardes et des pistolets qu'on a retrouvés récemment dans la sacristie chez nous, on avait planqués. C'était une génération de pionniers, d'explorateurs, une génération absolument formidable. Et donc, ces gens-là ont beaucoup fait, mais évidemment, ils ont vieilli. Lagrange a 78 ans en 33, Vincent en a 61, Savignac 59, Abel 55, Dorme a quitté la vie religieuse, il est parti, il fera sa carrière aux études, et Jossin est parti au Caire en 27 à la demande de Lagrange pour fonder notre maison filiale du Caire. Cette maison a travaillé, et je donne ici quelques travaux de référence de l'époque. Je ne cite pas tout évidemment, la méthode historique de Lagrange, 1903, étude sur la religion sémitique du même Lagrange, même année, Jossin, coutume des Arabes au pays noir, 1907, un grand ouvrage d'ethnographie bédouine, Dorme, la religion babylonienne, 1910, Vincent, Jérusalem nouvelle, un grand livre, toujours consulté, ensuite il y aura la Jérusalem ancienne, c'est 3 volumes, c'est considérable, Jossin Savignac, mission archéologique en Arabie, 5 volumes, Abel, grammaire du grec biblique, géographie de la Palestine, etc., etc. Bref, c'est une génération qui est tout de même très impressionnante. Mais évidemment, cette génération a vieilli, et on a ici une très belle photo du père Lagrange, en 1930, un beau vieillard, n'est-ce pas, avec son casque colonial, son visage dominé par la vie, et lorsque Deveau décrira Lagrange au moment de sa mort, Lagrange va mourir en 1938, Roland Deveau écrit ce très beau texte. Je vis ce grand vieillard, un peu voûté, aux gestes distingués. Cette figure de médaille, burinée par l'âge et le labeur, où les ombres du visage soulignaient le front magnifique, et surtout ses yeux, vifs, intelligents et si jeunes. Un regard qui prend possession de son objet, qui le scrute à fond, en toute sympathie, mais qui aussi, par sa profondeur sereine, est une fenêtre ouverte sur une âme pacifiée. Je fus saisi et conquis. Je trouve que c'est très très beau, l'éloge de Lagrange. J'avais admiré le savant dans ses livres, j'avais perçu à travers les brindilles d'une exacte érudition la flamme d'une âme religieuse. J'aimais l'homme, ce qu'il y a de plus notable, sans doute chez le père Lagrange, c'est qu'il fut complet. On pourra presque dire ça aussi de vous. À une époque de spécialisation, où dans le domaine même des études scripturaires, chacun cultive son arpent de terre, il explora tout. C'est très intéressant. Et alors, voilà, et Deveau donc il arrive à Jérusalem, et voici comment le père Vincent, qui était le disciple chéri de Lagrange, et qui a publié tardivement, parce qu'on ne lui avait pas permis de faire plus tôt une biographie de Lagrange, voici comment Vincent parle de l'arrivée de Deveau. Au début de l'automne, le père Lagrange eut la joie d'avoir arrivé le père Roland Deveau. Brillant sujet, que le provincial de France et le régent des études du Saulchoir cédaient à l'école publique avec la plus généreuse sympathie. Peu de semaines suffirent à confirmer les espérances qu'il avait fondées sur cette force jeune pour l'avenir de son œuvre, au double point de vue scientifique et religieux, et qui se sont si parfaitement réalisées. Il avait désormais l'entière confiance
de Vaux, Lagrange. Qu'avec le père de Vaux, tout ce qui concerne l'Ancien Testament serait bientôt en très bonne main. L'Ancien Testament, c'était le sujet d'abord de Lagrange, on en reparlera. Tandis que s'affirmait déjà l'exceptionnelle compétence du père Benoît dans les études néo-testamentaires, de rassurantes perspectives s'ouvraient, le flambeau ne s'éteindrait pas entre les mains défaillantes des vétérans. C'est très beau, cette espèce de témoignage d'une génération qui finit et qui, voilà, nous diritis. Maintenant, je peux m'en aller. J'ai dans les bras, pas des enfants, mais des gens qui vont leur succéder. Alors, De Vaux arrive avec une génération qui va en effet prendre la relève, puisque le père Courroyer est déjà arrivé en 29, il était égyptologue, il a 29 ans. Le père Louis Dumestre est arrivé en 31, il a 39 ans. Le père Benoît est arrivé en 32, il a 27 ans. Donc, vous voyez, voilà, ça fait des forces vives qui arrivent. Et tout se prépare selon l'usage à préparer la licence biblique que l'on passait à Rome. Et à l'époque, on venait ici travailler, d'ailleurs on peut encore le faire aujourd'hui. Et en 2 ans, en gros, on était prêt et on allait passer, on ne voit pas très bien les résultats de Vaux, là, mais j'ai obtenu ces résultats. Il passe haut la main, summa cum laude, cette licence biblique qu'il obtient donc en 1935, 2 ans après son arrivée. Mais très vite aussi, il participe aux fameuses caravanes archéologiques, n'est-ce pas? Ce sont les ancêtres des sorties du frère Dominique Marie. En 1934, la caravane de Syrie. En 1935, la caravane du Sinaï. Et oui, on pouvait aller loin, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, très vite, il est nommé secrétaire adjoint. Il est nommé adjoint du bibliothécaire et qui est secrétaire du directeur de l'école de Père-Savignage. Pourquoi? Parce que les vieux sont fatigués, il y a des jeunes qui arrivent, on leur donne tout de suite le travail. Et donc, on prépare la succession. Vous avez ici une photo où on voit, pour les 80 ans du père Lagrange, en 1935, vous avez au premier rang, je ne sais pas si vous voyez la souris là, on voit le père, il y a un frère coopérateur, il y a ensuite le père Courroyer, le père Lagrange, le prieur, le père Vincent, le père Abel, le père Dumestre. Au deuxième rang, vous avez le deuxième ici, c'est De Vaux, et le troisième, c'est Benoît. Vous voyez, il y a les vieux au premier rang, les jeunes qui sont derrière, prêts à prendre la relève. On sent bien que quelque chose se profile, et d'ailleurs, c'est Benoît surtout qui en parle dans son journal privé. De Vaux, je vous l'ai dit, ne se raconte pas beaucoup. Il arrive à un moment qui n'est pas une terra incognita, n'est-ce pas? La Terre Sainte, elle fait l'objet, depuis la fin du XIXe siècle, de beaucoup d'intérêt de la part de biblistes et d'archéologues. La fameuse archéologie biblique que l'on conteste aujourd'hui, mais tout ça est né tout de même bien avant que De Vaux n'arrive. En 1875 est créé le Palestine Exploration Fund. En 1919, la British School of Archaeology, qu'on appelle maintenant la Kenyon Institute, qui est chez Jarrah ici. 1990, l'école biblique créée par la France. 1898, Deutsche Orientgesellschaft par l'Allemagne. Et les États-Unis créés en 1900 les American Schools of Oriental Research, l'une à Jérusalem et aujourd'hui Albright, et l'autre est à Bagdad. Et donc on a toute une archéologie anglo-saxonne d'abord, avec des grands noms. J'ai déjà mentionné Albright. Il faut aussi évidemment mentionner Garstang. Garstang a été le directeur de la British School et Albright de l'American School. Et on a créé donc en 1920 la Palestine Oriental Society, dont le président sera proposé au père Vincent en raison de ses qualités. Il refusera, mais on verra plus tard que De Vaux aura à se mêler de ce groupe. Mais la France est également présente. Je dois quand même dire ça dans le consul général. Et il le sait déjà. Henri Séric, évidemment, grand archéologue que De Vaux a beaucoup fréquenté, qui était donc directeur des antiquités de Syrie et du Liban, qui a beaucoup fouillé, en particulier à Byblos, si j'ai bonne mémoire. René Dussault, Ras Shamra, Ougarit, grand maître de l'académie, etc. Et puis Maurice Dunant, également au Liban. Ce sont des archéologues que De Vaux va beaucoup fréquenter. Et donc c'est une période exceptionnelle parce qu'il se fait plein de choses. C'est l'époque où on fouille à Megiddo, c'est l'époque où on fouille à Lachish. Et De Vaux peut aller dans la journée voir les fouilles de Byblos,
C'est une époque absolument passionnante. Et d'ailleurs, il va à ce moment-là commencer tout de suite à écrire des articles dans la revue publique et surtout à faire énormément de recensions. Puisque je fais une biographie, je dois aller dans le détail, et j'ai entrepris de lire dans tous les numéros de la revue publique, je n'ai pas fini, toutes les recensions de Deveau. C'est hallucinant. Tout ce qui arrive, chaque mois, en anglais, en allemand, il dépouille tout. Il dépouille tout sur les grands sujets. C'est l'époque où on publie les premiers textes de Lougarit, les textes de Marie, etc. Et il critique les traductions. Virolo, par exemple, il n'est pas d'accord avec certaines traductions. Il va dans le détail. Évidemment, ceci charme beaucoup Lagrange, qui lui fait ce mot absolument merveilleux. Je ne sais pas si vous arriverez à lire, mais je lis. J'ai été émerveillé, c'est Lagrange qui écrit en juillet 37, quelques mois avant sa mort. Le mot n'est pas trop fort. De votre article sur le chemin de Kurt, c'est un article que nous avons publié dans la revue publique, et je n'en attends pas moins du prochain. Un de vos élèves disait que vous étiez si brillant qu'on ne pouvait croire que vous aviez trouvé vous-même ce que vous enseigniez. À quoi j'ai répondu que vous n'aviez emprunté à personne la leçon magistrale que vous donniez au grand maître Tussaud, Albright, tutti quanti. Continuez donc, cher père, à vous foyer une voie dans cette terra incognita mais riche que je souhaitais vous voir aborder. Qu'est-ce que vous voulez, comme adoubement ne peut pas faire mieux. Lagrange va mourir quelques mois plus tard. Deveau peut considérer que véritablement il est introduit, et donc c'est très très beau. On a aussi dans les textes de Vincent des commentaires sur les recensions de Lagrange à l'époque, les travaux de Hirschman par exemple en Perse, les travaux de Dunant, Biblos, je l'ai déjà dit, de Schaeffer, tous ces grands archéologues de l'époque, voilà, il y a du potentiel, et il critique, il lit tout et il discute tout. Ce qui devait arriver arriva rapidement, le temps des responsabilités. J'ai déjà dit qu'il devient secrétaire de directeur de l'école en 1935, et en 1938, il va devenir directeur de la revue publique, mais ça va se passer dans un contexte compliqué. Le père Lagrange, qui est déjà à la retraite, a voulu faire une recension de l'ouvrage de Dorme, intitulé « L'évolution religieuse d'Israël, la religion des Hébreux nomades ». Lagrange n'est pas d'accord avec les conclusions de Dorme, mais il estime que le bouquin est important, et donc il faut le présenter, et il faut le critiquer. Le problème, c'est que Dorme a défroqué, comme on disait à l'époque, il a quitté l'Église, et donc dans les milieux romains, à qui on soumettait à l'époque tous les articles publiés dans la revue publique, il y a une sorte de damnation mémoriée vis-à-vis de Dorme, n'est-ce pas, qui se réconciliera d'ailleurs avec l'Église sur le tard, etc. Et donc, on demande à Lagrange de retirer sa recension. Lagrange obéit, mais Vincent est furieux. Et Vincent dit on ne trouvera plus personne qui veuille se hasarder à fournir un article sérieux sur l'Ancien Testament, je démissionne. Il quitte la direction de la revue publique. Et c'est dans ce contexte-là qu'on sollicite Roland Deveau. Alors il est très embêté, parce qu'il dit mais moi, je suis d'accord avec la recension de Lagrange, et je suis d'accord avec Vincent, et de quel droit pourrais-je, moi, prendre une revue qui n'accepte pas, et c'est le maître de l'ordre qui dit écoutez, mon jeune frère, c'est comme ça, hein. De temps en temps, il faut ranger son chapeau, je vous demande de prendre la direction de la revue publique, on était obéissant, j'espère qu'on reste encore, et il le fait, et donc il devient, en janvier 1938, directeur de la revue publique, et Lagrange meurt le 10 mars 1938. On a là vraiment une transition, et Deveau va donc être aux manettes, et il va être le visage phare de l'école publique durant la deuxième génération. C'est une période troublée. Pourquoi? Parce qu'en 1936-1939, on a la grande révolte arabe, et dans nos d'hier, comme dans ceux des Pères Blancs, on raconte des pendaisons en vieille ville, n'est-ce pas? On raconte des attentats commis par l'Irgun contre les groupes arabes, etc. La Grande-Bretagne, craignant pour ses approvisionnements en pétrole et inquiète de l'avancée de Rommel sur le canal, se décide à intervenir, mais il va y avoir le conflit de la guerre de Syrie, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que la Syrie avait été confiée pour un mandat britannique, à les accords Sykes-Picot, et finalement, il y a une révolte en Syrie, Malte va la révolte, c'est-à-dire les militaires français qui le font,
mais les Britanniques décident de jeter l'éponge, et donc il va y avoir une guerre franco-française, puisque l'armée du Levant était une armée française, qui était en Syrie, dont d'ailleurs les généraux venaient manger ici au couvent Saint-Étienne, et probablement dans d'autres maisons religieuses de Jérusalem. Et donc il va y avoir des grosses tensions entre les religieux proches du régime établi, qui était Vichy, et les religieux proches de la France libre. Pour être concret, dans ce couvent, le père prieur, le père Vincent Perret, est très favorable à Vichy. Un soir, il est fait une conférence à Haïfa, les Britanniques le ramassent et lui disent « Vous rentrez à Saint-Étienne, vous faites vos bagages, demain vous êtes dans le bateau, vous êtes expulsés. » Il part en France et illico presto, Vichy lui donne la Légion d'honneur. Le père Carrière, ancien prieur de l'école, ici de 31 à 34, est très, lui, gaulliste. Il part au Caire, où il y avait déjà un noyau de la France libre. Alors, général de Gaulle a visité notre couvent du Caire pour rencontrer le père Carrière. Et on envoie le père Savignac sous prieur pour essayer de rattraper Carrière. Manque de peau, quand il arrive au Caire, Carrière était déjà parti à Alger, où il va devenir vice-président de l'Assemblée constituante. C'est pour vous montrer que c'est compliqué, n'est-ce pas, ce contexte. Donc, la révolte arabe, la Seconde Guerre mondiale, bien sûr, la guerre de Syrie. Et donc, il va y avoir un moment compliqué. En mai 41, le consul général de France, Amélie Moutrey, démissionne. Parce qu'il trouve que c'est plus tenable, il ne sait plus comment se situer. Et il confie les intérêts français aux Espagnols pour la Palestine. Et en juillet 41, la France libre nomme un délégué qui était Henri Zimmermann, qui avait été l'adjoint de Moutrey. Et vous voyez, c'est une période qui est très compliquée. Et donc, comment se situer? Ce sont des moments qui traversent évidemment nos communautés. Et donc, c'est une période qui n'est pas facile. Mais en même temps, c'est une période favorable au travail intellectuel. Le père, comment il s'appelait, Jean-Baptiste, notre frère de Beyrouth, là, qui fait tellement d'historien. Fillet disait, grâce à la guerre du Liban, j'ai publié 5 ou 6 livres. Ben oui, on est enfermé dans les bibliothèques, on travaille. Alors ici, on a dans les d'hier, le père Tourné dit, ben voilà, on s'est mis à la cave avec les étudiants, parce que ça tirait un peu dans les étages, donc à la cave, on risque rien. On travaille, on continue, on dit l'office. C'est une certaine ambiance. Mais les conflits vont véritablement marquer et traverser la vie du Père Nouveau. Au-delà de ce que je raconterai aujourd'hui, il y aura la crise de Suez en 1956. J'ai encore trouvé hier dans nos archives des textes merveilleux sur ce que ça va coûter en Jordanie, et puis la guerre des 6 jours. Bref, c'est compliqué, mais ça n'empêche pas de travailler. Et donc De Vaux, depuis 1935, donne le cours d'histoire ancienne d'Israël, qui est son grand sujet. Il change de sujet chaque année. Il ne fait jamais le même cours. Il prend période après période. Et quand on déroule en fait cela, on retrouve à peu près les chapitres de sa grande histoire d'Israël, dont le premier ne sera publié qu'après sa mort en 1971. Mais il assure aussi le cours d'archéologie sur les institutions de l'Ancien Testament, dont sortira un grand livre qui, lui, n'a pas été démodé. Et enfin, il donne un cours de langue assyro-babylonienne. Il travaille, il recense, il dépouille. En mai 1943, il est invité par l'American School et les Sarsoukeni de Hebrew University à participer à une rencontre entre archéologues du Proche-Orient, Jordanie, Syrie, Liban, Palestine, Égypte, pour discuter de l'avenir, parce que tous ces gens qui conduisent des missions archéologiques se rendent bien compte que la guerre va s'achever. Qu'est-ce qui va se passer après, n'est-ce pas? Que vont devenir les missions archéologiques? Comment va-t-on pouvoir travailler? Où iront les rapports des fouilles? Qui financera, etc. Et donc De Vaux devient très tôt membre de l'advisory board de cette institution, et il commence déjà à gratter, si j'ose dire, ici ou là. En 1937, il va avec Savignac dégager l'église byzantine à Maï, à l'ouest de Madaba, en Jordanie. En 1940, il est avec Stève dans la fouille d'Abou Golch, de la communauté de domaine français que nous connaissons bien. En 1945, toujours avec Stève, fouille de Haïm Arondillé, à l'ouest d'Hébron, qu'a reprise il y a quelque temps notre ami Vincent Liva, de CRFJ. Vous voyez, déjà il commence à gratter, si j'ose dire, et surtout il se prépare à la grande fouille
qui va être celle de Tel el Farra, qui commencera en 1946. Et donc on peut dire au fond que au moment de la guerre, en 1940, De Vaux est lancé. Il est lancé dans ces deux grands domaines d'excellence, qui sont à la fois l'histoire ancienne d'Israël et l'archéologie. On le voit ici avec une bagnole qui est tout à fait l'air britannique, et De Vaux a déjà sa caméra, n'est-ce pas, son Leica, il est en train de filmer quelque chose. Et donc on le voit à la fin de cette période, et je vais m'arrêter là, il est directeur de l'école, et il publie son grand premier article sur les patriarches hébreux et les découvertes modernes. Le sujet est d'importance. Pourquoi? Parce qu'il reprend le dossier que Lagrange avait dû laisser. Voici le commentaire du Pentateuque que Lagrange avait commencé et qu'on lui a interdit de publier, qui est toujours dans mon bureau, 1905. Et donc, d'une certaine manière, ce dossier compliqué l'historicité des patriarches, l'hypothèse documentaire, en fait, toute cette élaboration grave et la tous ces sujets débattus au XIXe siècle, De Vaux peut les reprendre, mais dans un climat nouveau, parce que les choses ont changé. L'opposition à Lagrange s'est un peu calmée, la crise moderniste est un peu derrière nous, et surtout il y a eu en 1943 l'encyclique de Vitos, Divino Affronte Spiritu, qui ouvre la possibilité d'une certaine étude critique de l'écriture sainte, en parlant en particulier de genres littéraires, etc. Voilà, De Vaux est là, il est plein de promesses, mais aussi une rude étape latente, c'est Qumran. Je le laisse au moment où il va fouiller Tel el Farra, j'espère vous en parler l'année prochaine, mais à peine a-t-il commencé à Tel el Farra que Qumran lui tombe dessus, et Qumran sera à la fois sa célébrité, et j'ose presque dire son malheur, en tout cas son fardeau. Et si aujourd'hui il y a une réputation nuancée de Roland De Vaux dans certains milieux scientifiques, c'est à cause de Qumran. Et je crois que c'est assez immérité, mais c'est comme ça. Voilà, je vous remercie. J'ai pas tous fait utiliser l'heure, on a peut-être un peu de temps pour des questions si vous en avez.